C'était mon idéal. Je ne pensais qu'à une chose, c'est qu'on n'ait plus ce régime terrible et qu'on gagne la guerre, qu'on libère la France. Voilà, les bombardements, je m'appuyais comme ça. Je disais, elle va tomber, elle va tomber, elle va tomber. Elle disait mes copines, mais comment tu peux dormir? Eh bien, je dis, je suis tellement fatiguée que je dormais n'importe où, partout. Près de 60 ans consacrés à la communication, au devoir de mémoire, à l'explication, et en fait de donner en toute simplicité à tous nos jeunes une grande leçon d'humanité, de faire en sorte que ce que vous avez vécu ne puisse jamais se reproduire. C'est une grande pédagogue qui est avec nous cet après-midi et qui nous fait cet honneur. Thérèse Menot, au nom de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, j'ai le plaisir de vous faire officier dans l'Ordre national des Palmes académiques. Alors voilà, là c'est le reflet de toutes les médailles, médailles militaires, croix de guerre, médaille de la résistance, médaille de la déportation. Donc j'ai fait faire un ensemble là parce que pour toutes les commémorations, il faut qu'on se les mette bien sûr ici, là. Et ça fait, voilà. Et évidemment que tous ces messieurs l'ont pas. Ils n'ont pas tout ça, bien sûr, souvent. Enfin, ça c'est la médaille de la déportation. Puisque là, c'est rayé, celle-ci, je sais. C'est pour me rappeler toutes. Je mets ça là-dedans, un point final. Hein. Ça doit être aussi sur la Légion d'honneur, aussi celle-ci. J'en sais rien, tu sais. Ça, c'est l'Ordre national du mérite. Tu as été commandeur de l'Ordre national du mérite. J'en ai eu, voilà, c'est ça. Le 15 mai 2000. J'arrive pas à lire la signature. C'est Jacques Chirac. Je te dirai pas, je sais pas. Et comment tu sais pas? Ça t'intéresse pas d'avoir tout ça? Tu sais. L'important, c'est qu'on soit encore là, qu'on puisse témoigner, tu crois pas? Plus que tout ça. Mon père était cheminot, chef d'équipe à Pierre-Buffire. Je suis rentrée à l'école primaire, d'ailleurs, lorsqu'on est arrivé. Mais vraiment, on est arrivé dans cette barrière, c'était misérable. Vraiment misérable. Et on était vraiment des pauvres à l'époque, les cheminots. Le travail était très dur, on manquait de beaucoup de choses. C'était vraiment très, très pénible. Mais on se soutenait. Ils étaient entre eux très, très solidaires. Presque des frères, et ils luttaient pour toujours améliorer, bien sûr, leur travail déjà et leurs conditions de vie. Et ma mère était garde-barrière à Pierre-Buffire. Mon Dieu. Regarde ça, regarde ce qu'il m'apporte. La barrière, regarde. Regarde la machine à vapeur devant le... Oh là, vous êtes formidable. Oh, ça me donne envie de pleurer. Mon Dieu. Ah ben la barrière, ma mère était obligée de la monter comme ça, sans arrêt ouvrir, parce qu'il n'y avait pas la route là-bas, et le pont n'était pas assez large pour les camions. Oh, c'est formidable. Et alors là, c'était que des granges, puisqu'on y avait même la chèvre quand on a eu la chèvre. Mais après là-bas, tout le long là-bas, c'était des lapins. Ah oui. Et c'était à ce moment-là, on n'était pas riches, on faisait tout venir. Oui, hein. D'accord. Ça c'est sûr, hein, quand on est arrivé là. Et mes parents, ils avaient 4 gamins, hein, 3 filles et un garçon. Hein.
La première fois que j'ai fait une rédaction au collège, la prof, elle rendait les copies, tu vois, et puis elle prend la mienne, il y avait 0, elle m'avait mis 0. Alors, mais je pars pas, quand le cours a été fini, je pars pas, et j'y vais, je lui demande pourquoi vous m'avez mis 0, je voudrais savoir. Alors elle me dit parce que c'est pas possible, c'est pas vous qui avez fait ça, enfin elle nous tutoyait beaucoup, elle me dit c'est pas toi qui as fait ça, t'as pas pu faire une rédaction comme ça. Alors je me mets à chialer, puis je me dis mais si, et en plus on m'a mis en pension, je suis en pension là-bas dans cette pension de famille, qui était, fallait voir un peu ce que c'était, et j'ai dit personne ne m'a fait ma rédaction, c'est moi qui l'ai faite. Alors elle me regarde, tout ça, elle me dit que c'était ton institutrice, elle devait être connue, elle me dit « Oh, ce pauvre gros bébé qu'on a mis en pension ». Et de ce jour-là, elle m'a donné une bonne note, tout ça, puis ce jour-là, ça a été. J'aurais voulu être institutrice, mais tu sais, avec les événements, la guerre et tout ça, il fallait que je travaille. Hein. Mon père m'avait fait un peu garçon. Lorsque nous étions à Pierre-Buffière, mon père, il m'amenait à la pêche, à la chasse. D'ailleurs, ça m'a bien servi, nous marchions beaucoup dans les bois, je l'accompagnais, c'était moi qui portais la musette, tu vois, et j'étais toujours avec lui. Souvent, le soir, dans la cour, il cassait du bois, et moi, j'allais m'asseoir souvent à côté de lui, puis je lui disais, raconte-moi, raconte-le-moi. Il avait été blessé grièvement à Verdun, et il l'avait laissé pour mort sur le champ de bataille, et le lendemain matin, comme il était encore un peu vivant, le docteur avec le brancardier dit, amenez-le-moi, on va l'opérer. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander, sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. Alors là, quand il a vu que Pétain arrivait au pouvoir, il me dit « Ah ben alors là, tu vas voir ce salaud ce qu'il va faire ». J'étais quand même élevé dans ça, je le détestais, parce que lui, pour lui, c'était lui qui était qui avait été le boucher de Verdun pour lui. Et là, il lui en voulait terriblement. Parce qu'il ne faut pas oublier que Pétain, à Verdun, il avait mobilisé tous les jeunes de la campagne, toute cette jeunesse qu'il a fait tuer à Verdun. Et tout ça, tout ce peuple, que ce soit de la campagne, des ouvriers, détestait Pétain. Parce qu'il avait fait tuer des milliers de gens. D'ailleurs, dans les campagnes, par exemple, il n'y avait pas une ferme où il n'y avait pas un fils qui était mort ou qui avait été blessé à Verdun. Et c'était tous, pour la plupart, des jeunes. Donc ils avaient quand même une haine et ils ne croyaient pas du tout à ce que le gouvernement leur racontait. Limoges, capitale historique où se concentrent toutes les richesses de la province, fut au grand soldat qui, après avoir sauvé la France dans la guerre, a voulu la sauver à nouveau dans la défaite, une réception inspirée des faces de son histoire. Et c'est à travers la ville une suite d'acclamations qui devance, accompagne et suit le cortège. Partout, l'enfance, la jeunesse sont présentes dans ce voyage placé sous leur signe. À l'hôtel de ville, ce sont des voix d'enfants qui chantent pour le maréchal. Au début, il y en a qui ont cru quand même, hein. Même des ouvriers, il faut être honnête. Alors moi, quand je me suis engagée dans la résistance, ça a été très différent. C'est le jour où je suis rentrée travailler à New-Méronne. D'ailleurs, je suis un peu rentrée là parce que au départ, j'étais à la sécurité sociale. Et là, c'était un camarade qui s'appelait Pierre Planteline, qui avait un peu discuté, parce qu'il était en rapport avec les cheminots, qui avait un peu discuté, et puis qui dit, bon ben, à mon père, si elle rentrait là-haut, elle nous rendrait quand même des services, au service du personnel. Alors, bon, mon père, il me dit, oh, tu sais, si tu veux rendre des services, tu peux y aller, puisque c'était New-Méronne, où on faisait des moteurs d'avion, et où il y avait, cette usine s'était repliée, c'est qu'il y avait presque 3000 ouvriers. C'était très important. Et tous ces moteurs d'avion partaient pour l'Allemagne. Donc il était très important d'essayer qu'on sabote le plus possible. Et il y avait des ouvriers qui étaient très qualifiés, qui savaient très bien ce qu'il fallait faire. Et aussi essayer de cacher des jeunes pour qu'ils ne partent pas en Allemagne avec bien sûr une carte de travail. Et en plus, on pouvait planquer quand même des juifs. J'avais une camarade, Madame Ventrop,
que j'avais fait embaucher à l'usine dans un secrétariat qui avait une carte d'identité à mon nom, par exemple. Dans un premier temps, mon travail, c'était de récupérer du papier, puisque le papier était contingenté. Donc, je rentrais très de bonne heure le matin, à 6 heures le matin. Première chose, j'allais faire les tiroirs des dactylos. Je me récupérais un peu de papier partout. Après, je fonçais dans les sous-sols pour taper les tracts, parce qu'ils savaient retrouver les caractères des machines à écrire. L'ordre, c'était de déposer les tracts ou ce que j'avais à déposer sans regarder qui les récupérait. Il fallait faire très attention à tout. C'était une Alsacienne qui travaillait au bureau allemand qui nous avait dénoncés. C'est la Gestapo qui est arrivée. Le matin, ils ont arrêté 5 hommes. Et le soir, ils sont revenus me chercher. Alors là, ils m'ont fouillé tout mon bureau. Je pense que je planquais rien dans mon bureau. Pas folle, la guêpe, j'avais tout fait disparaître. Et après, ils nous ont dit, suivez-nous, et je me suis retrouvée donc à la Gestapo, impasse Tivoli. Ils voulaient que je parle, que je leur donne tous ceux qui étaient dans la résistance, tous les gens que je connaissais qui se planquaient sous des fausses cartes de travail, etc. Et ils m'ont demandé si je voulais travailler pour eux. Et comme j'ai refusé, ils m'ont tabassé, à coups de pied, à coups de poing. Et puis, à force, je me suis trouvée mal. Et quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée en prison, dans la cellule en prison. Celui qui dit qu'il est capable de ne pas parler sous la torture, moi ça me fait rire. Hein. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Dans les cellules, il n'y avait aucun confort. On était dans la saleté, on dormait pour ainsi dire pas. Les gens criaient, ceux qui avaient été blessés, ils criaient, il y en avait qui hurlaient dans la nuit. Ces 8 jours, c'était l'enfer, vraiment. Dans cette prison, il se passait des choses affreuses. On fusillait des gens dans la petite cour derrière. Et un jour, ils ont fusillé tout un groupe, un jeune qui hurlait, qui criait « Maman, maman, maman ». Et alors tout le monde, on tapait après les portes, on criait, on hurlait. Et puis ils les ont emmenés dans la petite cour derrière pour les fusiller. La prison a été entièrement vidée, ils ont tous été déportés. D'abord, dans un premier temps, tous les hommes, et à peu près 4-5 jours après, les femmes on a suivi, et avec des familles juives, mais qui n'étaient pas incarcérées ici, qui étaient incarcérées au petit séminaire qu'on appelait. De 1941 à août 1944, par cette porte en fer sont passés plus de 1300 résistants, patriotes, juifs, tziganes, arrêtés par la milice et la Gestapo. Femmes et hommes ont été embarqués dans les wagons vers les camps de concentration et d'extermination nazis. Seulement 354 en sont revenus. Là, les camions reculaient dans ce passage, là jusqu'à la porte. Et ils nous descendaient très vite parce qu'ils étaient pressés, ils ne voulaient pas que les gens voient, parce que faut pas oublier que sur le perron en haut, il y avait tout un tas de gens qui s'étaient massés, qui avaient été avertis du départ et qui criaient, qui hurlaient. Alors très très vite, ils nous descendaient en vitesse et nous bousculaient pour qu'on rentre vite dans ce passage-là. Premier camion est parti, deuxième camion, nous les femmes, on est arrivés derrière. Nous ont descendu en vitesse et très vite, à coups de schlag, à coups de tri qui nous montaient dans les wagons qui nous attendaient, qui étaient en queue de ce grand train qui allait à Paris. Et là, quand j'étais montée dans le wagon, je suis allée de l'autre côté au bout, je sais pas, mes yeux sont portés, et j'ai aperçu mon père, puisqu'il était cheminot, qui était arrivé dans l'escalier et qui me faisait comme ça au revoir avec sa main. Et aussi sec, le train a démarré. Et tu l'as revu? Non, je ne l'ai pas revu après, jamais. Je n'ai plus revu mon père. C'est la dernière fois que je le voyais. J'avais eu un message des cheminots comme quoi le train allait s'arrêter aux Aubrais, ralentir. C'était un wagon normal de voyageurs, il fallait que je baisse la vitre, que je saute, et là les cheminots me prenaient en charge pour me cacher et me ramener. Et je discutais avec cette camarade juive, elle me dit à deux on ne pourra pas réussir, c'est pas possible. Elle me dit mais tu sais moi je vais à Auschwitz, elle avait drôlement des renseignements déjà à l'époque.
et certainement je ne reviendrai pas. Elle me dit, tu vas peut-être, toi, sûrement dans un camp de travail, et tu as peut-être une chance de t'en sortir. Moi, toujours très brave. Je lui dis, bon, eh bien, c'est toi qui sautes. Alors donc, quand le train a ralenti, nous avons baissé la vitre et elle a sauté. Donc ça a tout à fait bien réussi. Elle a pu rejoindre les cheminots et elle a été rapatriée à Limoges, où ses parents étaient cachés par le directeur de l'hôpital. Alors la suite du voyage, donc à Paris, ils ont descendu toutes les familles juives pour les amener à Drancy. Donc on est resté dans le train et là on est arrivé donc à Compiègne, où tous les convois de femmes arrivaient de toutes les prisons, de Lyon, de Toulouse, de Marseille. Alors à ce moment-là, sur le quai, celui qui nous avait accompagnés, qui s'appelait Schwab, un des chefs d'ici de Limoges, de la Gestapo, il s'est approché de moi et puis il m'a dit, si tu veux travailler pour nous à l'usine et me donner tous ceux qui se cachent dans l'usine, je te ramène à Limoges. Alors je lui dis ça, jamais. Alors il m'a poussé puis il m'a dit, ben, va t'en crever à Ravensbrück. Mais moi je ne savais pas ce que c'était Ravensbrück. Dans les wagons à bestiaux, c'était quelque chose de terrible parce qu'ils nous avaient donné un morceau de pain, bien sûr, pour les 3 jours. Et donc, certaines camarades étaient quand même au courant. Alors, elles ont ramassé le pain pour qu'on puisse distribuer à chacune, pour qu'on ne mange pas tout à la fois. On ne pouvait pas s'allonger. Il fallait s'asseoir. Alors, la première, le dos contre le wagon, et toutes les unes emboîtées les unes dans les autres pour pouvoir, enfin, pouvoir un peu s'asseoir. Mais le 3e jour, c'était pas brillant, on était toutes les unes sur les autres, c'était terrible. Mais le plus terrible, c'était pour faire ses besoins. Alors il y avait des espèces de bidons d'essence qu'ils avaient mis haut comme ça, il fallait se percher là-dessus. Mais quand c'était plein, ben, sinon on ne le vidait pas, toute la paille était envahie. Alors les jeunes... elle nous a dit, allez courageusement, ayez du courage. Et on essayait par l'interstice de la porte de vider les bidons. Sinon, c'était horrible, vraiment horrible là-dedans. Alors, chacune notre tour, on allait à cette petite fenêtre qu'il y a dans les wagons, tu sais, à bestiaux, là. Alors, chacun notre tour, on essayait d'aller pour respirer à ces petites fenêtres qui étaient là, en haut des wagons. On est arrivé au 4e jour, le matin, très de bonne heure, vers 4 heures du matin. Il faisait nuit, il avait neigé, il faisait un froid intense. À toute allure, ils nous ont descendus avec les chiens, avec les mitraillettes et tout. Ils nous ont à toute vitesse rentrés dans le camp et amenés tout à fait au fond du camp. Reaktion auf die Gegner von Demokratie und Menschlichkeit kann nur die Auseinandersetzung, die intensive und die offensive Auseinandersetzung sein. Und für diese Auseinandersetzung, meine Damen und Herren, führe uns nicht in Versuchung, die Seele verdirbt. Vor allem Bösen rette uns vielmehr und gib uns
eine glückliche Heimkehr. Amen. Ce serait plus symbolique qu'on nous prenne une fille, comme c'est un gamin de fille. C'est comme je dis un jeune, mais... Oui, alors un jeune, une fille. D'accord, une fille, vous avez raison. Alors, laquelle? Allez, tu viens. Voilà. Voilà une fille. Alors, on coupait des mottes de terre dans le marais, qu'on mettait dans des wagonnets, des grands wagonnets qu'on poussait parce qu'il y avait des rails qu'ils avaient installés. Et on amenait ces mottes de terre dans les jardins des SS pour leur faire des jardins. Parce qu'ici, tu vois, c'est que du sable. Alors, pour pouvoir faire pousser quelque chose dans leur jardin, on récupérait les mottes de terre dans le marais. Et par derrière, il y avait les Russes qui installaient une ligne de chemin de fer qui montait aux usines Siemens. Alors là, c'était affreux. Les Russes, c'était affreux. Ils les flagellaient comme des bêtes pour pousser les wagonnets, pour mettre les rails en place. Un jour, ils sont venus nous chercher pour aider pour mettre les rails. Tu penses, tu me vois un peu, puis ma copine espagnole. Alors on faisait semblant de soulever les rails, mais on ne pouvait pas soulever grand-chose. Hein. Quand je pense que je m'en suis sortie de là, je dis c'est pas vrai, c'est pas possible. Franchement. Hein. Et là, devant le crématoire, on laissait celle qui était morte. On faisait des brancards, tu vois, avec les branches. On les mettait dessus et hop, on les déposait devant au four crématoire. Du four crématoire, ils vidaient les cendres ici. Alors pendant des années, quand on venait, on avait des grandes perches et on grattait pour faire remonter les cendres et puis on jetait des œillets, bleu, blanc, rouge. Tu sais qu'ils nous suivaient, hein. Ils savaient, ils suivaient les colonnes. Hein. S'il y en avait qui tombaient, ils se jetaient dessus. Hein. C'est des charognards. Hein. C'est pour ça que dans la chanson, il y a les corbeaux sur la plaine. Entends-les. Tu vois, ils ne sont pas morts, eux. Et voilà le four crématoire. Cette fumée, tu vois, qui allait dans le camp. Ça poussait toujours du lac, la fumée dans le camp. Et là, derrière, c'est là où on venait chercher le café. Où j'ai demandé à la Polonaise, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et elle me fait son noix, toute passée par là, toute passée par là. Je dis, elle est folle, qu'est-ce qu'elle me dit? Tu sais, quand tu arrives, mais même que donc on savait des choses, on ne pouvait vraiment pas l'imaginer. Je dis, c'est dingue. Quand tu arrives, que tu trouves ça, tu vois tellement qu'il y avait de corps qu'ils n'arrivaient pas à les brûler. Ils ont fait celui-ci, au mazout. Ça, c'était au charbon. Et puis ça, voilà celui-là. Celui-ci. Tellement qu'il y avait de corps qui s'amoncelaient, ils n'arrivaient pas à tous les brûler. Si tu avais vu la fumée qui s'échappait, c'est la première chose que j'ai connue au camp, cette fumée. Âcre. Ça sentait le cochon grillé. Oh là là. Quand je vois ça, ils ont arrangé le plafond, évidemment. Alors tu vois, ils mettaient les corps. Et après, à force, ils arrivaient même à Matozène, ils arrivaient à mettre 2 corps. Tellement que pour essayer pour brûler, ça brûlait nuit et jour. Tellement qu'il y avait de morts.
Et après les cendres, il les amenait pour les jeter dans le lac. Il y avait des filles qui étaient continuellement occupées par ça. C'est dur, hein, tu sais. C'est vraiment dur. Tu vois, tous les ans, ça m'en donne de revenir. Je pense que c'est ce qu'elle aurait aimé qu'on revienne, tu vois. Et qu'on garde ça. C'est pas vrai. Qu'ils aient pu faire des monstruosités pareilles, tu crois pas? Et surtout ces femmes et ces enfants, qu'est-ce qu'ils avaient fait? C'est affreux, et au nom de la race. Tu vois, au nom de la race, ce qu'on peut faire. On leur doit bien ça de revenir. Des fois, je dis, j'ai la flemme, je ne vais pas revenir. Puis tous les ans, je reviens. Bon, on continue par le rouleau. Et là, voilà le mur où on fusillait. Tu vas voir là. Ça s'appelle le couloir de la mort. Tu te rends compte, ils étaient sadiques, ce qu'ils avaient inventé. Tu vas voir, c'est fou. Alors tu vois, elles couraient comme des folles, croyant qu'il y avait une issue. Et puis il n'y avait pas d'issue. Et de là, ils les mitraillaient. Et après, on venait pour sortir les corps, pour les amener directement au four crématoire. Tu vois. Quand tu penses que c'est des femmes attelées là, qui traînaient ça toute la journée pour écraser le mâche-fer, c'est dingue, hein. Tu me diras pas qu'ils n'en avaient pas un grain quand même, hein. C'était fou ça. Alors là, c'est la prison. Une prison encore dans le camp. Bonjour. Là. Je sais, connais. Des fois, il y en avait qui se mettaient en colère, qui me disaient, tu te rends compte et tout, ils ne peuvent pas comprendre. Je dis, mais rappelez-vous que nous, quand on est arrivé, qu'on était devant le fait accompli et qu'on disait, c'est pas possible, on n'arrivait pas à y croire. Alors, comment voulez-vous que les gens qui ne sont jamais venus, qui n'ont jamais vu, comment voulez-vous qu'ils comprennent? Ils ne peuvent pas comprendre, c'est certain. D'ailleurs, je parlais pas parce que pendant 10 ans, parce que je savais très bien que les gens ne pouvaient pas comprendre. Alors ça, c'est le geste tout à fait, tu vois, quand il y en a une qui ne travaillait pas ou qu'elle tombait dessus. Une schlag, la schlag. C'est comme un fouet, tu vois. C'est une lanière de cuir. Oui. Oh, affreux. Affreux, ça. Elles aimaient ça, je peux te dire qu'elles aimaient ça. Hein. Rien que quand je le vois, j'ai envie de pleurer. Mon Dieu. Quand je pense que pour la plupart, elles ont fini ici. Oh là là là. C'est pas possible. J'ai bien failli laisser mes 20 ans, moi, là-bas, dans le Marais.
mettre dans le lac. Tu vois s'il a peur? Allez. On va le mettre dans le lac. Allez, tiens, mis un peu de force. Allez, laisse-le, je lui pardonne. Allez, viens mon petit, viens faire bisous. Allez, on y va. Vous voulez mon bras ou ça va? J'ai fiché la pagaille, là. À Ravensbrück, de 1939 à 1945, 132 000 femmes ont été internées et plus de 90 000 y sont mortes. Parmi elles, 6 à 7 000 françaises. Tandis que Limoges est libérée le 21 août 1944, Thérèse se trouve au camp de Pilsen, après avoir tenté de saboter les munitions de l'usine d'armement où elle travaillait. Après 18 mois d'internement, Thérèse est libérée par les partisans en mars 1945. Elle va avoir 22 ans. On est arrivé presque les dernières, là, ça doit être vers le mois d'avril, avril-mai, mettons mai 45, parce qu'avec tout le voyage que nous avons fait, plus d'un mois de voyage, ça a été très long. Puisqu'on avait fait encore tout un retour par le train, dans les wagons à bestiaux encore, puisqu'on était dans les monts de Bohême, très loin de tout, on arrivait les derniers rapatriés. Il y avait un monde fou, et moi je suis descendue toute seule, habillée en rayé, comme ça, avec en bandoulière une espèce de carton, etc., que je rapportais avec ma couverture. Et j'étais au milieu des gens qui me regardaient comme une bête curieuse, avec mon bonnet sur la tête, parce que j'avais presque pas de cheveux. Et je suis montée au milieu des gens qui me poussaient d'un côté, qui me poussaient de l'autre, qui me regardaient curieusement. Et je suis arrivée dans le hall, j'étais complètement perdue, complètement désespérée. Le hall de la gare était archi plein de monde, qui attendait aussi les prisonniers, bien sûr. Et tout d'un coup, j'ai aperçu mes sœurs. Alors j'ai dit, oh là là, j'étais folle de joie. Et j'ai dit, amenez-moi, amenez-moi. Quand on est descendu sur le pont Saint-Martial, on était arrivé presque en bas, et sur le trottoir, il y avait 2 femmes. Et elles ont dit, ah, elle était maligne, la petite, mais ils l'ont dressée. Alors là, c'était fou, c'était terrible pour moi. Et quand je suis arrivée à la barrière, qui est derrière, là où mes parents étaient cheminots, j'ai vu ma mère sortir, habillée tout en noir. Et j'ai compris. Je savais que mon père était malade. C'était un grand blessé de guerre de la guerre de 14. Et j'ai compris que mon père était mort. Peut-être le choc de me voir déportée, parce qu'il paraît qu'il était fou de douleur quand j'ai été arrêtée. Il disait, moi, avec ce que j'ai vécu à Verdun, et maintenant ils ont pris ma petite, il était effondré. Tu crois qu'il culpabilisait, il se sentait responsable? Oui, je crois. Il a culpabilisé. J'étais tellement heureuse de le retrouver que là, je me suis vraiment effondrée. Je me suis couchée et je ne voulais plus me lever. Et je ne voulais pas manger. Alors ma mère, désespérée, a fait venir ma camarade de Toulouse, l'espagnole, Neige, qui est venue, elle m'a filé un viron. C'est toi qui nous commandais et qui nous engueulait au camp, et puis c'est toi qui maintenant te conduis comme ça, t'as pas honte, tout ça, tu vas te lever? Oui, j'avais plus envie de vivre. D'ailleurs, la réception, les gens, comment ils me parlaient, j'ai dit, s'imagine pas ce que nous avons vécu, pour moi c'était terrible. Toutes mes camarades que j'avais laissées là-bas, dans le lac, tout ça, tu sais, ça me revenait, c'était fou, j'avais plus envie de vivre. Puis après, quand j'ai repris le dessus, alors là, crois-moi que j'en ai fait des choses. Je suis rentrée toute heureuse de pouvoir reprendre mon travail au service de la paye. J'ouvre la porte délicatement pour ce grand bureau pour voir. Et quand j'ouvre la porte, tout le monde se baisse sur son bureau en train de travailler comme s'il ne voyait rien du tout. J'ai compris que personne ne voulait me parler. Il ne faut pas oublier qu'on faisait des moteurs d'avion qui partaient en Allemagne. Ils étaient un peu gênés. Ils avaient été des planqués, ce qu'on appelait des planqués. Parce qu'ils disaient, la Thérèse, si la Thérèse parle, alors je n'avais pas envie. Ni de me venger, ni de parler, je n'avais pas envie. Je ne pensais qu'à une chose, ce qu'on m'avait recommandé, qu'on n'oublie pas et que le monde sache ce qui s'était passé. C'était mon but. Et je pense que ce qui m'a sauvée, c'est de m'occuper des jeunes. C'est ce qui m'a sauvée.
connaissais ce paysan, il travaillait sur la résistance, il voulait en même temps travailler un peu sur la déportation, etc. J'ai commencé à aller dans sa ferme et j'ai découvert tout ce qu'il avait, c'était inimaginable. Il fallait qu'on fasse un musée. Et je me suis trouvée avec lui un beau jour, j'arrive et dans ce qu'il appelait sa salle à manger, il y avait des papiers, des documents partout, et je vois assis en face de lui, Guingouin. Donc Guingouin venait le voir, le conseiller, mais que même des résistants ne croyaient pas en nous. Ils disaient le paysan il est fou et la Thérèse elle est encore plus folle. Nous avions déjà installé nos panneaux, etc., fait nos vitrines, déjà c'était pas mal du tout. Et le jour d'inauguration, à ce moment-là, tout le monde est venu. Et malheureusement, mon paysan était mort 15 jours avant l'inauguration. Et ça m'a fait beaucoup de peine, vraiment beaucoup de peine qu'il ne soit pas là. Tous les gens qui habitaient ici, on les appelait les ponticots. Et les hommes, comme ils pêchaient tous, on les appelait les ravageurs, parce qu'on trouvait que quand même ils exagéraient de ramasser tout ce poisson. Mais comme il y en avait quand même pas mal, ils pouvaient se le permettre. Au retour de ma déportation, comme mon père était décédé, nous sommes partis de la barrière des cheminots et nous sommes venus habiter ici, puisqu'il y avait tout un groupe de camarades qui travaillaient à l'Arsenal à l'époque. Et on avait eu le logement, les pièces qui sont ici, là, au premier étage. C'est ici que j'ai commencé à former mon équipe féminine de basket de l'Arsenal. Voilà. Ce que d'autres connaissent moins, c'est votre vie dans la cité après la guerre. Votre engagement dans la vie citoyenne en tant qu'élu municipal, et même votre taille modeste ne permet pas forcément de s'en douter, de créatrice d'une équipe de basket. Alors là, on se rend compte quand même que vous êtes capable de tout, mais vous avez porté à bout de bras une équipe de basket, ce qui montre bien votre volonté farouche, mais tout de même un goût plus particulier pour les équipes féminines, parce qu'un autre de vos combats, c'est de donner aux filles, aux femmes, la place qui est la leur et que l'on oublie trop souvent. C'est les déportées femmes, quand qu'elles sont rentrées, elles ont dit « mais maintenant on va plus se laisser faire ». Et c'était des femmes importantes et qui pouvaient se permettre de se battre pour obtenir des choses primordiales. Parce que le vote des femmes, il ne faut pas croire que c'est venu comme ça. Si nous n'avions pas eu la nièce du général de Gaulle, hein, parce que moi je sais les prises de bec qu'ils ont eues pour ça. Hein. Ben, parce que tu sais, lui, mais ça va être répété, je ne peux pas le dire. Il était plutôt un peu macho, hein, de Gaulle, il ne faut pas croire ça. Hein. Heureusement qu'on avait sa nièce qui avait été déportée avec nous et qui a failli mourir, tout ça, parce c'était sa nièce. Hein. Et qu'elle se dégonflait pas. Hein. Fallait voir comment elle lui parlait. Hein. Et alors, quand elle s'est mariée, en Suisse, à Genève, alors, elle a bien sûr son oncle, elle l'a invité, il est venu. Alors nous, on était là-bas, on faisait la haie de chaque côté. Alors il est passé, elle lui dit, voilà, ce sont mes camarades qui ont été déportés avec moi. Alors il est passé, mesdames, 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 mesdames. Et puis après, avec ses grands bras, il s'est retourné, il a dit, mesdames, vous n'avez fait que votre devoir. Et hop, demi-tour, il est parti. On était écroulés, on ne pouvait pas s'empêcher de rire. On a ri, on a ri. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui dans le monde ont lutté, bâti, travaillé pour que l'emporte à la fin des fins la justice et la liberté. Tu sais, quand tu me disais que ton rôle, c'était pas de te mettre à la place d'un professeur d'histoire, mais d'être un témoin. Oui. Il faut que des témoins vivants puissent nous transmettre à nous leurs témoignages pour qu'ensuite, une fois que vous serez plus là, qu'on trouve une autre forme de témoignage. Ce sera l'histoire. Voilà. Ce sera l'histoire, c'est sûr.
Mais dites, je peux mettre les habits là, comme je fais d'habitude, je les mets sur un... Si j'avais eu, je sais pas. Oui. Est-ce que c'était dur de survivre dans les camps de concentration? Ah, c'était terrible. Vraiment terrible. Il fallait avoir, vraiment y croire, c'était vraiment terrible, vraiment. Hein. Il fallait être très dur. Déjà, même si on était solide, qu'on voulait tenir, il suffisait qu'une SS te donne un coup. Si tu étais blessé, c'était la catastrophe. Il suffisait qu'un chien te morde. Alors il y avait la gangrène qui se mettait. C'était tous les jours, on peut dire qu'on risquait notre vie presque tous les jours. On aimait mieux travailler dans la forêt, parce que dans la forêt, on trouvait des choses à manger, par exemple les pousses de sapin, les petites pousses vertes, tu sais, puis on mangeait des baies. Mais les derniers temps, on mangeait même de l'herbe, on mangeait des choses comme ça, tellement qu'on avait faim. Oui. Combien de temps restait-on au four crématoire? Combien de temps on y restait? Pas longtemps. Ils te mettaient là et puis tu mettais dans le four, puis c'était terminé. Tu n'étais plus que de la cendre. C'était vite fait, tu sais, dans les fours. Ils te mettaient sur un brancard, là, hop, ils te poussaient dans le four, et puis ça y était. Hein. C'est terrible de lui en dire ça, ça me fait quelque chose quand même. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Les enfants. Quand on a découvert le bloc d'enfants, on était absolument sidérés. Regarde comment ils étaient. Mais oui. Est-ce que vous vous en êtes remise? Non, jamais. On ne peut pas oublier. Des choses comme ça, on ne peut pas oublier. C'est pour ça que toute ma vie, j'ai dit je le dénoncerai. Je le dirai aux jeunes générations. Je disais comment je vais le leur dire, comment je vais le leur expliquer. Alors c'était très difficile. Et puis petit à petit, j'ai commencé comme ça. D'abord bien sûr avec les lycéens, avec le concours de la résistance et de la déportation. Et les écoles primaires, j'ai mis plus longtemps. Plus de 20 ans, oh oui, même plus. À 3h30, il fallait que tu sois sur la place d'appel, où il y avait toujours 30 000 femmes debout sur la place d'appel dans la neige. Alors à toute allure, tu avais un ersatz de café, et tu n'avais même pas le temps de te débarbouiller, parce qu'on ne pouvait même pas, il y avait des lavabos, tu t'y mettais 10 autour, mais quand tu étais 1000 ou 2000, comment voulais-tu te débarbouiller la moitié du temps? Après, il a fallu s'organiser pour chacune. Avoir un petit peu d'eau pour se passer par la figure, ça c'était difficile. Alors les SS arrivaient, et puis elles prenaient leur commando, elles prenaient leur groupe, tant qui partaient au terrassement, d'autres qui partaient à l'usine. Je vois arriver les Russes dans le commando. Elles avaient des poitrines comme ça, c'est des filles de chien, mais elles ont grossi, qu'est-ce qui leur arrive? Elles avaient été dans le champ des pommes de terre, elles s'étaient foutues des pommes de terre partout. Tout d'un coup, je vois les SS qui se mobilisent, tout le flot des SS qui arrive, bim, pam, pam. Alors, toutes les pattes, les pommes de terre tombaient dessus. Tout le camp sort, tout le camp, on essayait d'en prendre une, d'en prendre l'autre. Les SS tapaient à droite, à gauche, elles étaient débordées. On réussissait à avoir une ou deux pommes de terre, tout ça pour pouvoir manger. Vous vous rendez compte, hein? Mais alors, c'était tragicomique, c'était formidable. Hein? Vous voyez ici, j'ai fait des panneaux parce que dans ma déportation, ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'ils aient osé faire ça à des enfants. Et jamais je n'ai pu l'oublier. Parce qu'on parle toujours des hommes déportés, des femmes, mais jamais, rarement, on entend parler des enfants dans la déportation. Qu'est-ce qu'ils faisaient des enfants? Ils étaient mélangés avec les adultes? Non, pas du tout. Les enfants, ils étaient mis dans un bloc à part. Et souvent, ils ne travaillaient pas, ils les gardaient comme ça parce que souvent, ils s'en servaient pour faire des expériences. Il y en avait un professeur qui s'appelait le professeur Mengele. Et alors lui, il étudiait beaucoup sur les bébés, tu vois. Il faisait des études sur la cornée. Il étudiait sur leurs yeux, etc. Et après, évidemment, il les détruisait. On pense, mais pour dire, on n'est pas très sûr que plus de 800 bébés sont nés à Ravensbrück. Souvent, ils tuaient et l'enfant et la mère. Il y avait pas loin de 400 ou 500 enfants qu'ils avaient gardés. Il y avait un petit Hongrois qui était très doué et sur des petits bouts de papier qu'il récupérait comme ça, il faisait des dessins et on les a retrouvés lorsqu'ils les ont exterminés, puisqu'ils ont été tous exterminés. Ce sont les Allemands déportés, les Allemands déportés qui étaient dans le camp, qui ont récupéré ces petits bouts de papier. Et ils n'avaient pas des jeux?
à faire? Ils s'amusaient entre eux. Ils s'amusaient entre eux, on les regardait quand on les voyait de loin. Ils s'amusaient comme ils pouvaient avec des petites choses, OSS, etc. Ils s'amusaient avec ce qu'ils voyaient dans le camp. Ils faisaient mettre, par exemple, il y en a un, il faisait mettre en rang ses camarades, tout ça. Ils criaient comme un SS, voilà. Ils s'amusaient comme ça, ils s'amusaient avec les moyens qu'ils avaient, ils s'amusaient avec ce qu'ils voyaient. Ils nous considéraient comme de la main-d'œuvre dont on pouvait se servir jusqu'à ce qu'ils soient malades et détruits. Et dès qu'on ne pouvait plus travailler, automatiquement, on était amené à la chambre à gaz et au four crématoire. Donc, ce qu'il fallait, notre but, c'est d'essayer de nous soutenir et tenir le plus longtemps possible, en espérant qu'on arriverait à la libération. Je suis arrivée à Limoges habillée en déportée. Tu vois, une robe comme ça, avec le numéro. Alors, il fallait savoir le dire en allemand, un triangle rouge qui voulait dire politique. Parce que tout ce qui était des résistantes, ils appelaient ça des déportés politiques. Donc, on avait un triangle rouge, et dedans, il y avait P pour les Polonaises, B pour les Belges, F pour les Françaises. Mais comme j'étais obligée de faire désinfecter, le F, il est parti à la désinfection. Alors là, on avait une chemise comme ça. Elle est nettoyée, parce que je peux te dire qu'elle n'était pas comme ça, hein, qu'elle était noire. Alors, où est la culotte? C'est pas possible. Alors là, voilà une culotte comme ça, et quand on avait la chance d'en avoir une comme ça, parce que je peux te dire que j'ai eu du pot, il m'en avait donné une minus, j'ai vu qu'il y avait un tas, j'ai vite couru pour en récupérer une grande comme ça pour avoir plus chaud. Et enfin là, voilà le bonnet, donc t'étais tondu, les cheveux tondus, et quand tu le mettais sur ta tête, fallait faire bien attention que les cheveux passent pas, sinon, crac, t'étais aussi sec, t'étais retondu. Voilà, donc tu vois, c'était carrément un habit de bagnarde. Et pourquoi vous dites tout le temps nous? Vous dites pas je? Je dis tout le temps quoi? Nous. Nous, parce que je parle au nom de mes camarades. Mais vous pouvez parler aussi un peu de vous en disant je? Oui, oui, mais c'est un tout, tu comprends, on a toujours eu l'habitude de travailler ensemble, etc. Là, je reviens d'ailleurs d'un congrès à Vichy où nous nous sommes rencontrés et nous avons l'habitude de parler de nous au camp. Lorsque le grand nombre obéit et obéit jusqu'à se laisser imposer la souffrance et la mort, alors que le petit nombre commande, c'est qu'il n'est pas vrai que le nombre soit une force. Le nombre, quoique l'imagination nous porte à croire, est une faiblesse.